Ici, nous sommes sur le centre Val-de-Loire, donc particulier sur le site de Tours. Et nous nous intéressons aux productions animales, donc tout ce qui concerne la physiologie, la pathologie, le métabolisme des animaux. Pour ma part, je m'intéresse particulièrement, mon sujet de recherche est centré sur le comportement des oiseaux. Je travaille sur le comportement des oiseaux d'élevage parce qu'il est important en production de s'assurer que les animaux sont élevés dans de bonnes conditions. Le comportement, ça nous permet de voir si effectivement l'animal est bien, est en bonne santé. Donc pour cela, nous travaillons à la fois sur les espèces qui vont être destinées à la consommation, comme les poules, les poulets, mais aussi sur la caille. Et la caille, c'est un petit oiseau, qui est un oiseau d'élevage, mais de petite taille, qui va nous permettre de faire des expériences plus facilement. Donc, étudier le comportement, c'est quoi? Eh bien, c'est étudier la mise en place de ces activités de l'oiseau, depuis le moment où ils sont tout jeunes, ils sortent de l'œuf, jusqu'au stade où ils vont être adultes. Ça va être ici d'étudier quels sont les facteurs qui vont influencer ces comportements. Par exemple, nous avons beaucoup de travail sur les réactions de peur. Ça va être étudier des facteurs génétiques, des facteurs alimentaires, voir comment en manipulant les oiseaux, on va pouvoir réduire ces réactions de peur. Alors quand on regarde un comportement comme la peur, par exemple, ça va être de regarder ce qui visuellement nous manifeste la peur. C'est-à-dire qu'avec des films, on va regarder les animaux, on va les mettre dans des situations de peur, des situations de test où on va voir si la peur est déclenchée. On va aussi regarder, écouter s'il y a des cris. Par contre, dans d'autres cas où on va s'intéresser plus au comportement social, on va regarder si les animaux sont plus ou moins proches. On va regarder s'ils émettent des cris de contact, qu'on va appeler des tweets, par exemple. Les cailles, elles aussi, tweetent. Et tout ça va nous indiquer un peu l'intensité de ces comportements. Par exemple, actuellement, je suis en train de tester le fait qu'un facteur alimentaire, comme l'apport d'un acide aminé, donc quelque chose qui va servir à fabriquer des protéines, va influencer ou non le comportement social des cailles. Donc tout d'abord, quand on a une idée comme ça d'expérience, on se pose une question, on va commencer par lire beaucoup de ce qu'on appelle de bibliographie. On va essayer de chercher tous les articles, tout ce qui a été écrit dans ce domaine-là. À la suite de ça, on pose une hypothèse. Je vais faire l'hypothèse que le fait de mettre beaucoup de cet acide aminé, là en l'occurrence le tryptophane, dans l'alimentation, va améliorer le comportement social de mes cailles. Donc une fois que cette hypothèse est posée, je vais faire un protocole. Un protocole, c'est écrire en gros je vais comparer deux groupes, ceux avec du tryptophane, ceux sans tryptophane, et combien j'en mettrai, et comment je vais regarder ce comportement social dans différents tests. Donc je vais faire la liste de tous les tests qu'il va falloir utiliser pour savoir si le comportement social ou le comportement de peur, par exemple, est modifié. Une fois que j'ai établi ce protocole, je vais le soumettre au comité d'éthique. Ce comité d'éthique est en charge d'évaluer les projets scientifiques dans lesquels l'expérimentation animale a lieu. Cette évaluation éthique, elle est désormais obligatoire depuis février 2013. Depuis la transcription en droit français de la directive 2010-63, nous organisons des réunions plénières au cours desquelles nous évaluons les projets déposés par les scientifiques qui souhaitent l'évaluation éthique de leur projet. Qu'un projet doit être évalué par le comité d'éthique à partir du moment où l'animal doit recevoir un acte, une procédure d'une douleur équivalente ou supérieure à l'injection d'une aiguille. Donc le comité d'éthique est en charge d'évaluer si le scientifique, lors de l'élaboration de son projet,
a bien pensé le principe des 3 R et surtout s'il le respecte dans la conduite de son projet. Donc les 3 R, qu'est-ce que c'est? Nous considérons le R de remplacement. Est-ce que ce projet aurait pu se faire autrement que sur l'animal vivant? Est-ce que des cultures cellulaires, par exemple, auraient pu suffire? Il y a ensuite le R de réduction. Aurait-on pu réduire le nombre d'animaux expérimentaux dans ce projet? Donc nous demandons aux scientifiques de détailler leur analyse statistique, quelles sont les variables, quelles sont les puissances des tests, etc. Le 3e R est un peu plus obscur, le R de raffinement. C'est une traduction rapide de l'anglais. Le raffinement, par raffinement, nous entendons l'amélioration des conditions expérimentales sur le terrain, amélioration des conditions de vie des animaux. Donc le comité d'éthique est un groupe qui réunit 5 sous-groupes. Donc il y a le groupe des expérimentateurs, donc on peut appeler également techniciens, les gens qui réalisent les procédures sur le terrain. Il y a également le groupe des concepteurs de projets, c'est le groupe des scientifiques. Donc c'est eux qui rédigent le projet et qui vont le soumettre à l'évaluation éthique. Il y a également un 3e groupe des animaliers ou soigneurs, les gens qui sont responsables des soins réalisés, des soins administrés aux animaux. Un 4e groupe est celui des vétérinaires. Donc eux sont en charge de la vérification des traitements administrés aux animaux et de la pertinence de ces traitements. C'est essentiellement le rôle de ce groupe. Et un 5e groupe très important est le groupe des membres extérieurs, ou naïfs si l'on veut dire, de personnes absolument pas impliquées dans l'acte expérimental et qui parfois n'ont aucune connaissance des installations expérimentales. Ce groupe est fondamental puisqu'ils ont un regard vraiment bienveillant et complètement désintéressé sur l'activité expérimentale. À son arrivée dans le groupe du comité d'éthique, chaque nouveau membre s'engage à respecter le principe de la Charte nationale de l'éthique en expérimentation animale et aussi s'engage à respecter la confidentialité sur les protocoles, sur les projets qui sont soumis au comité, sur l'impartialité et l'indépendance par rapport aux recherches menées. C'est-à-dire qu'un membre du comité d'éthique qui serait impliqué dans un projet scientifique évalué en réunion plénière sera amené à sortir de la salle afin de garantir l'indépendance des débats qui ont cours. Chaque membre donc s'engage dans le comité d'éthique de façon volontaire. Cette évaluation des projets est faite donc par les membres du comité d'éthique et ensuite un avis est transmis au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Cet avis, favorable ou défavorable, est pris en compte par ce même ministère qui délivrera alors, en cas d'avis favorable, une notification de décision qui est la seule autorisation prise en compte. Le comité d'éthique n'a en fait qu'un rôle consultatif. Quand j'ai l'autorisation, je vais pouvoir mettre en œuvre l'expérimentation. Donc tout d'abord, on va planifier une éclosion pour avoir les petits caïtos nécessaires à l'expérience. Donc l'éclosion, c'est un moment important parce que ça va impacter beaucoup la vie de l'animal ultérieurement, donc ça doit être réalisé avec soin. Étant adjoint technique au couvoir, je réceptionne les œufs afin de les emmener jusqu'à l'éclosion. Entre les deux, nous les incubons pendant une période donnée. Nous passons pour les 3 derniers jours dans l'éclosoir. Puis nous réalisons des mirages afin de voir la viabilité des embryons. Alors le mirage consiste en fait à éclairer l'œuf afin de voir s'il y a une présence d'un embryon ou pas et s'il est vivant ou mort. Après, je les rentre sur données informatiques. Donc les caïtos, nous les transférons à la salle d'éclosion. Nous allons tout d'abord les compter pour avoir un nombre suffisant de caïtos, puis ces caïtos-là vont partir en bâtiment d'élevage. Une fois qu'on a des petits caïtos, on va pouvoir les mettre en élevage et les nourrir, en l'occurrence là, avec 2 aliments différents que j'ai fait fabriquer, puisqu'ici on peut faire fabriquer des aliments spécifiques. On va nourrir les animaux avec ces aliments et ensuite on va réaliser des tests pour essayer de voir si on a effectivement affecté les comportements sociaux ou les comportements de peur. Ici, nous sommes au sein du pôle expérimental avicole de Tout. C'est un pôle où en fait on peut élever beaucoup d'oiseaux d'élevage de manière à faire des expériences sur ces oiseaux.
Ici, nous sommes précisément dans une salle de pré-test destinée à l'analyse des comportements. L'expérience en cours, c'est une expérience où on compare des animaux témoins avec des animaux qui sont nourris avec un aliment qui est enrichi en tryptophane, c'est-à-dire qu'on met plus de tryptophane que ce qu'on met habituellement. Le tryptophane, c'est un acide aminé essentiel. Il est essentiel pour construire certaines protéines. Et en l'occurrence, là, dans cette expérience, ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'il serve à la synthèse de sérotonine. Cette sérotonine, c'est un neuromédiateur qui va influencer les comportements, et en particulier certains comportements agressifs, certains comportements sociaux. Et c'est ça ce qu'on veut voir dans cette expérience. Donc nous travaillons beaucoup sur la caille, parce que c'est un oiseau assez petit, assez facile à manipuler, très agréable. Ici, vous avez une jeune caille qui a à peu près 4 semaines. Donc avant de faire le test, on va regarder la bague de la caille qui est ici, ce qui nous permet de savoir de quel animal on a affaire, si c'est un animal d'un lot témoin, si c'est quel poids il fait, etc., etc. Donc on a une identification individuelle des animaux. Donc une fois que j'ai vérifié que l'animal va bien, eh bien, je vais pouvoir l'emmener en test et réaliser ce test de peur. Donc là, vous voyez, elle est un peu effrayée, évidemment. Elle essaye de se sauver parce qu'elle se demande un peu ce qui se passe, mais malgré tout, elle s'adapte assez bien. Donc ici, vous avez un individu mâle qui se reconnaît par le fait que, vous voyez, le plastron est roux, alors que les femelles, elles, ont des petits points noirs. Donc, c'est un individu qui a aussi à peu près 4 semaines, il n'est pas complètement développé. La taille souvent un peu plus petite des mâles par rapport aux femelles. Et donc, cet individu, je vérifie qu'il va bien. Ensuite, je regarde le numéro de bague pour pouvoir identifier l'animal que je vais tester. Et ensuite, donc, je vais l'emmener en salle de test. Donc ici, nous sommes dans la salle de test. C'est une salle très bien isolée phoniquement. Vous avez vu, j'ai pris soin de refermer la porte précautionneusement. C'est une porte très lourde pour éviter qu'il y ait des bruits qui rentrent dans cette salle. Parce que s'il y a des bruits, on ne va pas savoir si la réaction de peur du caïto qu'on va mesurer est liée aux conditions de test ou bien à un bruit qui fait artefact dehors, du style une tondeuse, une voiture qui passe et qui va effrayer l'animal. Donc les tests, on essaie de les réaliser dans des conditions le plus contrôlées possible. Donc phoniquement et aussi en termes de lumière. Nous allons réaliser un test qu'on appelle d'open field, ou en français le champ ouvert. Le principe de ce test, c'est que l'oiseau va être placé dans un environnement fermé, mais lisse, ouvert, fortement éclairé. Et cette situation est assez effrayante pour lui. Elle évoque éventuellement un endroit où il pourrait être repéré par un prédateur. C'est pour ça que dans les conditions de contrôle de cette expérience, il faut qu'on ait un environnement global qui est plutôt un peu sombre, alors que l'enceinte elle-même, qui est ici, va être très éclairée. Donc je vais placer l'animal dans cette enceinte et on s'attend à ce qu'un animal très peureux s'y déplace peu, comme si quelque part il essaie de ne pas se faire repérer par un prédateur, alors qu'un animal qui va commencer à reprendre confiance et avoir moins peur va s'y déplacer plus, va éventuellement à la fin commencer par appeler ses congénères, il va y avoir des vocalisations qui vont permettre de nous renseigner sur son état de peur. Et donc c'est cette trajectoire, tout ce qu'il fait dans l'open field, qui va nous permettre une quantification de son comportement de peur. Donc ici, on voit un jeune mâle dans l'open field. Il exprime un fort comportement de peur. On le voit parce qu'en fait, il reste immobile. On peut comprendre cette immobilité comme une sorte d'adaptation pour échapper à l'œil du prédateur, en quelque sorte. Et un autre indice de peur, c'est le fait qu'il a tendance à fermer les yeux, alors qu'il aurait visiblement besoin de regarder. Mais en fait, c'est une façon de se soustraire
à cet environnement, à ces stimulations pour lui effrayantes. Le test dure 5 minutes. Il est possible que des fois on attende 5 minutes avant que l'animal bouge. J'utilise un logiciel de trajectométrie qui va permettre d'enregistrer les déplacements de l'animal. Donc ici, vous voyez représenter l'enceinte, cette enceinte d'open field. Donc c'est ce point jaune ici qui représente la caille et au centre, le point rouge, le centre de gravité de l'image. Et le logiciel va mesurer la distance parcourue par ce point rouge dans le dispositif, éventuellement si l'animal passe plus ou moins de temps en zone périphérique ou en zone centrale. Et donc, si l'animal se déplace très peu, on va considérer qu'il est très peureux. Donc on voit quand l'animal commence à ne plus avoir peur, il se déplace davantage. Il faut habituer les cailles à ce dispositif, donc on les y place plusieurs fois par jour, pendant plusieurs jours, de manière à ce que ce dispositif ne leur fasse plus peur. Et ensuite, on va mettre les cailles en groupe, un groupe bien défini. Ici, vous avez 4 femelles. Et le but du test, c'est de regarder quelle est la distance moyenne entre ces cailles. On va considérer que plus cette distance est faible, plus les animaux sont sociaux. Donc bien sûr, il faut d'abord s'assurer que cet environnement n'est plus effrayant, parce que s'il est effrayant, les animaux restent groupés. Mais une fois qu'on a supprimé cette peur, on va voir que les animaux vont se déplacer, mais qu'ils vont rester plus en groupe s'il s'agit d'animaux sociaux. Donc cette distance, ça nous permet une quantification de cette motivation à rester en groupe. Dans un test comme ceci, on mesure les distances interindividuelles. On essaye aussi de mesurer les vocalisations des animaux. Parfois, les cailles vont émettre des cris qu'on appelle des tweets. C'est un cri de contact, c'est donc un cri qui est lié au comportement social. Et donc, elles vont émettre pour se réassurer en quelque sorte et montrer qu'elles sont ensemble dans un groupe. Il faut savoir que dans chaque espèce, on a plein de types de cris qui peuvent nous aider à comprendre ce qui se passe. Ça peut être soit des cris d'alarme, soit des cris de plainte. Toute cette partie acoustique nous aide aussi à comprendre ce que l'animal est en train de faire et quel est son comportement. Pour l'analyse et la réalisation de ces tests, je suis aidée par des étudiants, mais aussi des techniciens qui nous aident dans nos démarches de recherche et qui vont soit réaliser les tests, soit faire l'analyse des vidéos qui ont été réalisées au cours de ces tests. Que ce soit, par exemple, chez la caille, comme le modèle de prédilection pour nous, mais aussi quelquefois sur les poussins. Je suis ici au sein de l'INRA de Nouzilly en tant qu'adjointe technique de recherche en observation et analyse de comportement, donc dans l'équipe comportement, neurobiologie et adaptation. Ma principale mission dans ma fonction, c'est d'appliquer des protocoles expérimentaux dans le but de faire des études comportementales. Donc je travaille sur 4 espèces d'animaux, c'est-à-dire les poneys, les moutons, les cailles et les poules. Et dans un deuxième temps, on analyse les vidéos, dans un troisième temps, on effectue aussi des mesures, des prises de sang. Voici un exemple de vidéo sur laquelle je travaille en ce moment, c'est sur les poussins. Et donc on mesure la consommation alimentaire du poussin, en l'occurrence celui qui est marqué. Les 2 mangeoires contiennent un aliment, mais l'un des 2 aliments est odorisé. Et donc on mesure distinctement chacune des consommations alimentaires. Ces poussins ont été mis dans un incubateur en présence d'une odeur de fraise ou non. Pour rester neutre, je fais ces tests en aveugle, c'est-à-dire que je ne sais pas quel traitement ces poussins ont eu. Donc je suis le poussin marqué à partir du moment où il picore réellement et donc on considère qu'il ingère l'aliment. Je note le temps au moment où il picore jusqu'à quand il arrête de picorer en fait. On fait une corrélation entre le temps passé à picorer l'aliment et son intérêt pour cet aliment. Les sons qu'on entend en ce moment, ce sont des tweets et en fait on associe ça à
une sorte de contentement lorsqu'ils mangent tout particulièrement. Donc à l'instant, on vient de voir Céline qui analyse des vidéos. Dans certains cas, on a besoin de logiciels spécifiques pour tirer plus d'informations des films, enfin en tout cas de ce qu'on voit. À la suite de ces mesures, on obtient beaucoup de données sur les comportements, donc on va essayer d'analyser statistiquement ces résultats. Par exemple, on va faire la moyenne des distances parcourues dans cet open field et on va comparer la moyenne chez les animaux témoins et chez les animaux recevant du tryptophane. Donc il faut faire cela sur un ensemble d'animaux et essayer de comparer statistiquement les moyennes pour être sûr que la différence qu'on voit n'est pas due au hasard. En fonction de ces résultats, qui vont me paraître logiques ou moins logiques, je vais les rediscuter avec d'autres chercheurs autour de moi. L'environnement scientifique, c'est quelque chose de très important. Donc, ils vont m'aider à comprendre, on va en discuter, on va savoir s'il y a d'autres gens qui avaient déjà vu des choses de cette tendance-là. Et ensemble, on va écrire un article qui va servir à faire trace de ces résultats. Et ça, ce sera réutilisé peut-être demain par un autre chercheur qui apportera d'autres précisions. Et ainsi, on pourra améliorer éventuellement la composition des aliments pour les oiseaux. Nous avons aussi fait des travaux qui sont d'ordre plus appliqué. Par exemple, essayer de comprendre pourquoi ces volailles qu'on élève en plein air, on leur offre un grand champ pour qu'ils puissent aller dehors, mais certains utilisent très peu cet espace disponible. Donc il nous faut comprendre pourquoi ils l'utilisent peu. Est-ce que c'est lié surtout à leur comportement de peur des prédateurs? Est-ce que c'est lié au fait que c'est des animaux très sociaux, donc si les animaux restent dans le bâtiment, ils vont préférer rester dans le bâtiment? Ces études sur le plein air, par exemple, nous ont permis de montrer qu'il fallait aménager ce plein air pour être sûr que les animaux l'utilisent. Là, on se rend compte que faire seulement du comportement ne suffit pas. On a travaillé aussi avec des parasitologues, par exemple, pour voir quelle est l'influence du fait de sortir dehors sur le fait que l'animal abrite ou n'abrite pas des parasites dans son tube digestif. Dans ces protocoles, le comportement est une partie. Et puis, on est dans un système où on va étudier plein d'autres aspects de l'élevage. Dans ces protocoles, par exemple, je peux avoir besoin de gens qui font des maths pour essayer de comprendre, de modéliser comment un poulet se déplace en fonction du nombre d'animaux qu'il a autour de lui. On peut travailler aussi avec des sociologues qui vont nous aider à comprendre comment l'éleveur perçoit l'animal et quel rôle il a auprès de l'animal. Donc cette recherche multidisciplinaire avec de nombreux chercheurs, elle s'appuie sur des chercheurs qui sont soit en France, soit en Europe. Pour devenir chercheur, on fait d'abord une thèse, quelque chose qui dure 3 ans après l'équivalence master. J'ai pour mission d'encadrer ces étudiants. Ça fait partie de notre mission de former des nouveaux chercheurs. Donc actuellement, Nargis est une étudiante qui travaille avec moi en thèse, qui vient juste de commencer, et elle va vous présenter son sujet de recherche. Donc ma thèse va durer 3 ans, et durant ces 3 ans, je vais essayer de répondre à une question, qui est: est-ce qu'il y a une influence du microbiote intestinal sur les comportements de la caille japonaise? Donc le microbiote intestinal, c'est encore un mot un peu compliqué pour dire les bactéries qui sont contenues dans le tube digestif de l'animal. Et donc je vais essayer de voir si en modifiant la composition des bactéries dans le tube digestif, ça peut avoir un effet sur les comportements, notamment la mémoire et l'anxiété. Je vais monter un protocole, réaliser des expériences et ensuite j'analyserai les résultats et j'essaierai de résumer tout ça dans des articles scientifiques. Donc en gros, la thèse, c'est un peu un entraînement au métier de chercheur, un métier dans lequel on ne s'ennuie jamais et qui permet de répondre à des questions sur des sujets qui nous passionnent. Ces études sur le comportement des oiseaux, elles vont permettre d'apporter des améliorations en élevage quand on trouve des solutions pour essayer d'améliorer le bien-être des animaux.
Et ça va apporter des connaissances qu'on va dire plus fondamentales. C'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Quand on trouve des gènes, par exemple, qui influencent certains comportements, ça peut être des gènes qui peuvent être retrouvés parfois chez la souris, chez l'homme. Donc c'est des connaissances qui sont beaucoup plus vastes que les connaissances vraiment appliquées sur l'élevage. Le travail de recherche, d'une manière générale, c'est un travail d'équipe. Vous avez vu, c'est un chercheur, mais aussi plein d'autres personnes, techniciens, etc., qui vont nous aider. Et ce qui me stimule, c'est d'avoir un travail où on est tout le temps en questionnement, où on se pose des questions.